Ravi. Ouais. Pour plein de raisons, parce que attends, parce que j'en rêvais déjà depuis pas mal de temps en fait, de refaire ça, de ressentir un petit peu le petit bricolage, l'envie d'aller un peu lentement sur l'eau, en fait, c'est peut-être ça, de revivre un peu mes premières sensations. Elles n'étaient pas lentes d'ailleurs, hein. Et sur ce bateau-là, il y a 50 ans, c'était le plus rapide de la flotte. Mais tout a évolué très très vite. Donc cette envie un peu, oui, et puis d'avoir un peu moins de pression, et puis de ressentir le contact. Et c'est difficile hein, de se sevrer de nos boutons, vachement, parce qu'on est connecté. Et je ne renie pas ça du tout, parce que c'est fabuleux. Mais de revenir au charme de cette navigation un petit peu à l'ancienne, c'est pas passéiste, c'est juste pour avoir comme ça une petite touche. Alors ce fameux régulateur d'allure derrière, le fameux Beaufort de mon copain Reynolds de La Rochelle, le sextant ici, des cartes en papier, un joli logbook que j'ai racheté à l'instant chez nos amis Guedon, ils vendent ça une fortune ces enfoirés. Mais au moins, tac, on remet les caps, les machins, les estimes, et puis naviguer sur un bateau de légende surtout. C'est un honneur incroyable d'être là, je suis assis là où était Eric il y a 50 ans. Donc ça c'est vraiment un truc. À chaque fois, chaque mouvement, moi je l'ai couru beaucoup. Ce parcours-là, je le connais pas mal. La première fois que je l'ai fait, c'était en double en 81 déjà. Contre les frères Tabarly d'ailleurs. C'était une transat en double. Donc elle évoque beaucoup de choses parce que j'ai mon tonton qui participait, Jean-Yves Ternin en 68 déjà. 64, je m'en souviens pas évidemment, j'avais 4 ans. Mais la transat, quand Eric gagne pour la deuxième fois, j'ai 16 ans. Quand je la fais pour la première fois, en ce qui me concerne, j'ai 24 ans, en 84. Et puis après, j'ai la chance de la gagner 3 fois. Donc, et ce qui est complètement fou, c'est que là, je suis dans un bateau, évidemment, unique, légendaire, et je vais mettre 3 semaines de plus que tout le monde, alors que c'est moi qui détiens le titre de cette transat. C'est ça ce que j'aime bien. Ce genre de paradoxe est passionnant. C'est que j'ai toujours et le record et le titre de ce truc-là, je trouve ça marrant. Qu'est-ce qui fait que le côté mythique de cette transat, qu'est-ce qui l'a rendu mythique? Parce que c'était la première. C'est la première fois qu'officiellement des marins allaient se mesurer tout seuls sur l'Atlantique. Alors il y avait déjà eu une traversée de l'Atlantique en solitaire, plusieurs d'ailleurs, dans l'autre sens. Mais dans ce sens-là, il y en a eu peu. Et c'est peut-être ça ce qui rend les choses étonnantes. Les Français ne savaient pas ce qui se passait en 1960. C'est Sir Francis Chichester qui gagne la première édition. Il y avait déjà un Français dans cette première édition, je me souviens plus si c'était pas Jean Lacombe. Si, c'était déjà Jean Lacombe sur un petit cap corse, un truc de 5,50 m de long. Hein. Mais c'était passé totalement inaperçu. Et puis 4 ans plus tard, ce jeune enseigne de vaisseau, qui a 33 ans à l'époque, c'est sa première transat, arrive avec un engin dingue. Et donc on a ce jeune enseigne de vaisseau qui arrive. Boum, on ne sait pas qui c'est, les Français non plus d'ailleurs. Et tout le monde s'en fout. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas ce que c'est que la course au large, encore moins en solitaire. Il y a la course croisière jusque-là. C'est les chaussons, le thé à 5 heures, le duvet, boum boum, et en avant Guingamp. Et puis ce jeune bonhomme-là, le jour du départ au mois de juin 64, hisse le SPI en solitaire, tout seul. Un SPI de 80 mètres carrés, démesuré à l'époque. Son bateau est beaucoup plus grand que tous les autres, beaucoup plus léger. Nettement au-dessus de la mêlée. Et là, il y a son réseau militaire, c'est ça ce qui est intéressant dans l'histoire, son réseau, parce qu'il est militaire évidemment, il est enseigne de vaisseau et pilote, fait qu'il a des accointances au ministère de la Marine, proche de Gaulle évidemment, et De Gaulle, au moment de la course, je crois qu'il se fait survoler, et pendant cette transat, il est en tête, ou du moins considéré comme tel. Ça revient aux oreilles de Gaulle qui se dit, il y a un truc à faire là, pour une fois qu'on peut niquer les Anglais, officiellement. Et c'est lui qui fait en sorte, le général de Gaulle, président de la République française à ce moment-là, qui fait en sorte que Eric en arrivant est décoré immédiatement, et voilà, et ça démarre là. Parce qu'il faut un peu, évidemment, il faut un exploit sur l'eau, mais il faut un soutien à terre pour qu'une histoire démarre, pour qu'elle soit partagée. Et elle l'a été parce que tout le monde y a mis du sien, c'est le cas de le dire. Et puis il y a eu un début, alors ça, toutes ces histoires-là, je les apprends au fur et à mesure d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas vraiment dans ce fameux bouquin d'Eric que j'ai là, évidemment, qui est mon livre de chevet, mais c'est Gérard Petitpas qui raconte plein d'histoires depuis des semaines et des mois, et ça fait des années que j'en parle, moi, avec eux. Et tout ça me passionne pas mal, parce que c'est vachement intéressant, je trouve, d'avoir des détails de l'histoire pour bien respecter et avoir une certaine vision du futur, d'ailleurs, parce qu'on ne fait que répéter les choses, tout le temps. J'ai dû faire autant de transat anglaises que de route du Rhum, peut-être, ou peut-être un peu plus de route du Rhum, je ne sais pas.
La différence fondamentale, c'est vrai qu'elle est plus nord, elle est contre les vents dominants, mais par contre, elle est théoriquement un peu en été, au début de l'été. Quoique là, on part un mois plus tôt par rapport aux éditions précédentes. Le Rhum, qui est un peu plus sud théoriquement, on part en hiver. Donc très souvent, les débuts de route du Rhum sont presque plus difficiles que les débuts de Transat anglaise. Il y a eu des éditions particulièrement délicates. L'édition 76, qu'Eric va gagner sur le Penwick 6, qui est l'un des plus grands exploits des faits, je crois, a été costaud parce que c'est 5 ou 6 dépressions qui tapent. Donc elle est à la fois assez complexe parce que c'est contre le vent, mais relativement simple à gérer pour des monocoques, paradoxalement. Parce que ce sont des bateaux relativement simples à faire ou à gérer contre le vent. Les bateaux rapides, ça va, on prend 2 ou 3 DEP dans le nez et puis on arrive de l'autre côté. Les bateaux lents, on a quand même beaucoup plus de chances de prendre pas mal de choses dans le nez. C'est vrai que c'est difficile de ce point de vue-là. Mais les bateaux conçus, déjà il y a 50 ans, étaient faits pour ça. Faits pour du prêt. Et donc elle est difficile aussi parce qu'il fait froid. Quand on arrive dans le Labrador, l'autre côté, là, du côté de Terre-Neuve, il y a des icebergs un peu partout. Maintenant, les moyens modernes font poum, on n'a plus de limite nord. Enfin, du moins, on a des limites qui nous empêchent d'aller voir les icebergs, ce qui est dommage, ça aurait été joli. Avec des bateaux lents, c'est agréable d'aller voir des icebergs. Avec des bateaux rapides, c'est pas très drôle. Et puis, elle est. Mais en termes de difficulté, étonnamment, j'ai jamais trouvé qu'un Rhum était plus facile qu'une Transat. Eric avait mis 27 jours à traverser sa route précise, point par point. Il n'avait pas été très véloce, pour plein de raisons. Déjà parce qu'il avait cassé son fameux régulateur d'allure très rapidement, au bout de quelques jours. Donc même si ces bateaux-là sont assez équilibrés au près, il y a moyen de naviguer barre à marée, il n'y a pas que du près dans une transat. Et il y a plein de moments où malheureusement il a fallu qu'il barre énormément. Et ce qui fait qu'il n'a pas été très très véloce. J'ai aucune envie d'être plus vite ou moins vite, c'est pas l'idée du tout, c'est même pas le projet. C'est juste d'exploiter au mieux 100% des possibilités d'une machine d'époque, avec déjà beaucoup plus de facilité. C'est le même bateau, ce sont les mêmes surfaces de voile, les mêmes mousquetons, la même chose, mais les bouts ont changé, les winches sont un peu mieux, nos fringues sont beaucoup plus étanches. C'est déjà incomparablement plus facile. C'est difficile de se remettre exactement au même niveau de difficulté. C'est assez drôle. Et puis on a aussi cette obligation d'avoir un peu de matériel électronique de sécurité, heureusement, qui est caché. Mais si je suis paumé, surtout à ras des côtes d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus les moyens d'antan. Il n'y a plus les gognos, il n'y a plus de moyens de se positionner à ras des côtes. Donc il faut un petit peu d'aide extérieure avec un bon petit satellite de temps en temps. Et donc je ne sais pas, le plus court sera le mieux, malgré tout, parce que ce sera déjà bien assez long. Je pense que ce sera certainement ma plus longue traversée de l'Atlantique, ouais, que j'ai jamais faite. Ouais. Mais je viens chercher ça aussi un petit peu. La lenteur. Relative, une fois de plus, parce que je ne vais pas en croisière. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'exploiter le potentiel d'un bateau. Moi, j'adore ça. Quelle que soit la taille d'un outil, quel que soit son âge, la chance des marins, c'est justement d'exprimer un savoir-faire sur quel que soit l'outil sur lequel on a, je trouve. Et c'est vachement beau à avoir navigué, vraiment. C'est pas un avion de chasse. C'est ça ce qui est sidérant d'ailleurs en termes d'évolution mécanique. Si j'étais un pilote de Formule 1 aujourd'hui, un pilote de F1 d'il y a 50 ans n'allait pas 5 fois moins vite. Il allait tout juste 2 fois moins vite à peine. Alors que là, c'est le cas. C'est vrai que là, avec un peu de chance, je vais une traversée à 6 nœuds de moyenne, alors que la dernière fois que je l'ai fait, cette transat, j'ai dû traverser à, je sais pas, beaucoup plus que ça. Ah, pas tellement, oui.